Bonsoir. Je vous regarde pour savoir à qui j'ai affaire. Petite question. Alors, je vais me présenter. Moi, je n'ai pas de présentation. Je fais partie de la maison, l'Université de la Valeur. Donc voilà, c'est sous l'égide de l'Université de la Valeur que je vous parle. On a développé ça avec Cédric et Gaël depuis quelques années. Je voudrais savoir combien d'entre vous sont des acteurs des achats, si vous voulez bien lever la main. La moitié. Et les autres, ils font quoi alors? Ils sont pas acheteurs, ils sont vendeurs à des acheteurs, ils sont... C'est ça. Moi, j'ai deux participants pour lever la main. Je suis producteur et acheteur donc, dans différents domaines. Ouais, donc un peu les deux, du coup. Un peu pris des deux côtés. Une main levée et une main baissée. Ok. Merci beaucoup. J'aime bien savoir à qui je m'adresse, ça va changer un peu le truc. Je vais d'abord vous poser la question... La création de valeur pour un achat, on en a parlé depuis le temps que je travaille sur ce sujet. Je sais qu'il y a des visions multiples et des sentiments et des choses un peu pas simples. Et en fait, je vais entrer dans ce sujet-là parce qu'en fait, c'est ça que je voudrais vous montrer. On a creusé ce sujet-là. Je voulais vous montrer d'abord comment les gens qui ne sont pas acheteurs perçoivent les acheteurs. C'est comme ça, si tu peux enlever le truc. Je vous ai repris un petit dessin de Dilbert, je vous ai pris l'original en anglais. Je vous laisse le lire, si je vais le traduire. J'ai besoin d'un câble spécial pour mon ordinateur, dit l'ingénieur Dilbert, qui s'adresse à un acheteur, bien entendu, qui est assis dans son singe. Ouais, non, ça c'est un morceau de corde. Ouais, je sais bien, c'est moins cher. Ah, c'était peut-être une erreur de signer un contrat exclusif avec un fournisseur de cordes. L'acheteur est dans le siège. Hein. Je précise pour ceux qui savent, pour ceux qui n'avaient pas vu. Je démarre souvent les formations d'acheteurs par ça, parce que ça les fait rire, et puis pas rire en même temps, parce qu'en fait, ils se sentent un peu coincés entre les deux. Et je leur demande, mais qui a l'air du non-professionnel? Alors, c'est manifeste, c'est le singe. Et en fait, après quelques temps, ils se rendent compte que, bah non, pas sûr. Pas sûr du tout. Parce qu'en fait, la création de valeur, c'est un truc qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est un truc qui se construit à plusieurs. Ce qui est le fil conducteur des présentations d'avant. Mais en fait, c'est pas nouveau. Je veux dire, on peut pas être acheteur s'il n'y a pas un vendeur. Enfin, ça n'existe pas. Donc, c'est un espèce de truc, ce sujet-là, qui surgit aujourd'hui, mais qui en fait existe depuis la nuit des temps, quoi. Depuis qu'il y a des vendeurs et des acheteurs, ça doit faire un moment. Et il y a des représentations des deux côtés. Hein. Les ingénieurs pensent que les acheteurs, vraiment, c'est n'importe quoi. Et les acheteurs, ils disent, bah oui, mais les ingénieurs, franchement, c'est n'importe quoi. Il y a un quiproquo, quoi. Il y a un truc bizarre. Et les acheteurs sont en train, depuis quelques années, de ressortir du ghetto dans lequel ils étaient un peu enfermés. Enfin, il y a 20 ans, les acheteurs, c'était rien du tout. C'était juste les mecs en bout de chaîne dans les entreprises. Et puis, on s'est rendu compte que c'était eux qui faisaient la marche des entreprises. Donc, ils sont devenus superstars. Et là, aujourd'hui, il y a un espèce de truc à gérer. Le sujet est tellement important depuis quelques années. Puis le sujet création de valeur, moi, je le porte depuis 20 ans. Enfin, il m'intéresse depuis 20 ans. On a travaillé avec des acheteurs en France et on a fait une enquête qui a été lancée en 2017. On a demandé à des acheteurs, à des directions achats, ce que c'était pour eux la création de valeur. D'abord un peu tiens, c'est quoi pour vous la création de valeur? Et puis on a creusé des questions, je vais vous les lire vite. À quoi servent les achats? Demandez à un directeur achat, c'est intéressant. Avec qui travaillent les acheteurs? Et pour qui travaillent les acheteurs? Et qui doivent-ils satisfaire? Et est-ce que vous connaissez, vous, acheteurs, directeurs achats, les attentes de vos parties prenantes avec lesquelles et pour lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous les connaissez? Je pose la question, hein. Est-ce que vous mesurez leur satisfaction? Est-ce que vous savez s'ils sont contents? Est-ce que vous mesurez leur satisfaction? Est-ce que vous connaissez leurs indicateurs de performance? Pas les vôtres, les leurs. Et puis, est-ce qu'ils ont des indicateurs de performance achat? Est-ce que vous savez comment les achats
peuvent influer sur les indicateurs de performance de vos interlocuteurs pour lesquels vous bossez. C'est intéressant de lire les réponses. Et puis après, quelles sont les performances qu'on vous demande par rapport auxquelles on vous évalue, vous acheteurs, on vous évalue, vous acheteurs. C'est assez amusant de voir le décalage entre les deux. Et puis, il y a des petits trucs derrière, et la question derrière, c'est, bah tiens, et demain, qu'est-ce que vous pensez qu'on demandera aux achats, et à quoi serviront les achats demain par rapport à... On a eu 72 réponses de direction achat, je vous fais grâce de l'échantillonnage, il y en a de tous les styles, des débutants, des vieux, des grosses boîtes, des petites boîtes, des PMI dans tous les sens. Et la synthèse du résultat, c'est, en politiquement correct, ces gens-là ont une vision peu homogène du rôle des achats. Elles sont politiquement correctes. C'est-à-dire il y a de tout et de n'importe quoi, c'est dans tous les sens, c'est absolument dans tous les sens. Il y a de tout sur tout le spectre. Il n'y a aucun lien entre la maturité, la sophistication des réponses, la taille de l'entreprise, l'âge du capitaine ou du directeur achat. Il n'y a aucune explication. Il y a des gens, ils pensent de façon beaucoup plus sophistiquée et avancée que d'autres. On n'a pas réussi à trouver un indicateur de d'où ça vient. C'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse. En tout cas, les acheteurs, c'est les économies et le profit. À peu près partout. Avec certains qui parlent d'innovation et de connaître les besoins ou de satisfaire les besoins des gens. Quelques-uns, quand même. Et pour une minorité, on parle de risque, d'image et de RSE. Pour une minorité. D'accord. Les achats travaillent avec les fournisseurs, ça, tout le monde est à peu près d'accord. Il n'y en a pas un qui a dit qu'il travaillait pour les fournisseurs. Pas un. Bon, ok. Les attentes des autres fonctions que les achats dans l'entreprise sont pas connues. C'est pas. Et rarement formalisées. Donc, on ne sait pas, quand on est acheteur, si on répond aux besoins de nos interlocuteurs à l'intérieur de l'entreprise. Aucune idée, à part pour la direction générale, ça ouais, c'est celui qui a demandé les savings. Donc si ça va, on a les savings, on a notre bonus, donc là on a un lien. Le reste, rien du tout. Un peu la supply chain pour les acheteurs qui sont connectés avec la réalité de terrain. Pas tous. Les acheteurs sont étonnamment plus soucieux des clients de l'entreprise que des fournisseurs. Bon, c'est intéressant. Des fois de l'environnement, quand ils sont un petit peu plus avancés. Les indicateurs de performance des achats, ils sont en lien avec la vision, c'est économie et qualité quand même. Pour ceux en particulier qui sont en lien avec la supply chain. Où c'est pas juste les savings, mais en plus des savings qui permettent d'assurer la qualité des produits. Il y a rarement des choses par rapport à la RSE, très rarement par rapport aux ressources humaines, on y arrivera peut-être, et très très peu par rapport à la R&D. C'est-à-dire qu'on parle d'innovation, mais il n'y a personne qui a d'indicateur par rapport à la R&D. La qualité de la relation est évidemment au centre, par contre, il n'y a personne qui a ce sujet-là dans les mains. La qualité de la relation dans la négociation entre les fournisseurs et les acheteurs n'est pas mesurée, c'est pas un sujet. On parle de vendor management, la qualité de la relation, ça va, ouais. Tu manques chez mes économies, c'est bon, hein. Ce qu'ils en pensent, c'est très amusant. Et puis par contre, il y a une espèce d'envolée lyrique à peu près chronique, c'est les achats, c'est la fonction de demain, et il va falloir construire une relation. J'ai repris une citation parce qu'elle était exactement dans le ton de ce que plein de gens disaient. Construire une relation où fournisseurs et clients auront un même objectif, créer de la valeur globalement et à long terme. Ça le fait, hein. Alors quand on demande aux gens comment ils vont faire pour mesurer, il y a comme qu'il y ait un espèce de gap entre les deux. Là, je vous en parle parce que c'est le constat de la façon dont les gens comprennent ce que c'est que la création de valeur, aujourd'hui. Pour aller vite, combien de temps il me reste, Cédric? Un quart d'heure, même ouais, pas 10 minutes. Impec.
La façon dont on se représente la valeur dans notre monde valeur, je ne vous ferai pas toute l'histoire, c'est qu'en fait on ramène la valeur à sa définition. La définition qu'on utilise, c'est la valeur de quelque chose augmente avec son utilité et elle baisse avec son coût. Jusque-là, on ne compte pas de problème à faire passer cette idée-là. Maintenant, comment on fait pour connaître l'utilité de quelque chose? Ben, on va demander à celui à qui ça sert, à quoi ça lui sert. On n'a rien trouvé de plus simple. Et puis pour vérifier si on n'en met pas trop, c'est-à-dire si on peut, avec la même satisfaction de besoin, mettre moins de ressources, on va se demander, ben, pour répondre à ces besoins-là, que suffit-il? Et on va demander à ceux qui savent, et ce n'est pas les mêmes, hein. Ça c'est les utilisateurs côté besoin, ça c'est les parties prenantes, c'est les fournisseurs, c'est ceux qui connaissent les solutions. Et du coup, l'acheteur qui veut améliorer la valeur de quelque chose, comment voulez-vous qu'il fasse s'il ne va pas demander aux utilisateurs de quoi ils ont vraiment besoin? Et combien il y en a qui le font? Je ne vous demande pas de lever la main. Et pour savoir qu'est-ce qui suffirait pour répondre à ces besoins-là, il faut exprimer le besoin, comme tu disais tout à l'heure, puis il faut se retourner vers le monde des fournisseurs et on dit, vous avez des idées sur comment on pourrait faire plus simplement pour répondre à nos besoins? Combien il y a d'acheteurs qui font ça? Qui se tournent vers les fournisseurs pour leur demander leur aide? Ça change tout. Il se trouve que pendant la petite expérience que j'ai, je ne suis pas acheteur, hein, comme Hervé, je pense que toi tu es un vrai acheteur. Moi je ne suis pas du tout acheteur, mais j'étais dans un cabinet de conseil pendant 15 ans, d'optimisation des coûts d'achat, cabinet international. Et en fait mon seul rôle c'était d'aider les gens à ce que ça coûte moins et que ça réponde mieux aux besoins en allant poser ces questions-là aux fournisseurs et aux utilisateurs. Ce que les acheteurs n'ont, pas le droit de faire et pas le temps de faire. Maintenant, le meilleur levier qu'on avait pour améliorer la valeur, c'était de sortir du monde des achats. Comment ça s'est concrétisé? En fait, finalement, la question, c'est à quoi ça sert un acheteur? À quoi servent les achats? Et je voudrais vous faire un petit peu travailler là-dessus. On va prendre 5 minutes et je vais utiliser... Alors tu me dis si ça passe bien à l'écran? Voilà, c'est bon? Comme ça? Voilà. Je vais utiliser une petite modélisation qui est un des outils que j'utilise pour faciliter la réponse à quoi ça sert. Mais vous occupez pas de ce que je dessine, je vous montrerai à la fin. Je vous pose la question. Alors ceux qui sont acheteurs, vous pouvez, mais les autres, vous pouvez participer. C'est à quoi ça sert un acheteur? J'écoute vos réponses. Ça c'est Cédric, je parie. Je dirais c'est trouver sur le marché la solution qui répond le mieux possible aux besoins exprimés dans un cahier des charges. Ouf. Alors, donc j'ai entendu un marché, c'est ça? Sur le marché, oui. Donc ça va trouver sur le marché une solution? Rechercher ouais, sur le marché. Une solution? La solution. Qui vient du marché? La plus adaptée? Au cahier des charges. Au cahier des charges. Donc s'il n'y a pas de cahier des charges, c'est mal barré. Ok. Quelqu'un a d'autres propositions à faire? Sur à quoi ça sert un acheteur? À quoi ça sert les achats dans une entreprise? C'est de concrétiser la stratégie globale de l'entreprise. La stratégie globale de l'entreprise. Chercher des solutions sur le marché fournisseur. Alors, on reprend ce solution marché et ce marché fournisseur, c'est ça? Après, mot que tu n'as pas utilisé. Vraiment de réaliser Mais c'est bien celui-là dont on parle. Mais la solution, elle vient forcément d'un fournisseur, hein, c'est implicite. C'est intéressant ça. Elle vient forcément d'un fournisseur, la solution. Oh, elle peut venir d'un. Mais non, mais je le note parce que moi j'aime beaucoup cette formule. C'est pas un acheteur. Hein. Ah, pas du tout. Je le note au passage. D'autres points de vue? Garantir le rapport qualité-prix sur notre besoin. Alors, qualité, ouais. Et puis prix. Le rapport entre les deux. Je note les mots et puis vous verrez comment je vais les utiliser après. J'en ai quelqu'un là qui dit traitement contractuel. Traitement contractuel, bah il y en a moins qui a suivi quoi quand même. Ah, merci. D'accord. Donc il y a un contrat. Ah, pas au début. Pas au début, après. Absolument.
Probablement. C'est aussi un C'est garant. probablement. Je sais pas, c'est dans la mission des acheteurs. Je sais pas, hein, personne. Relation fournisseur. Si Bah. les acheteurs, eux sont responsables de Alors, on a les contrat, et si fournisseurs. c'est les juridiques, ça dépend. Relation. On n'a pas de cahier des charges, on a parlé de contrat, là on entend parler de relations. Non, Je me le renote je là. vais citer le mot garant, parce que Ouais. les achats sont les garants que l'entreprise s'adresse au marché en respect des règles que l'entreprise a fixées. Notamment quand l'entreprise est cotée en bourse. D'accord, donc Ouais, il y a la donc bourse. ça, dans votre vision, ça inclut donc toute la démarche logicielle. Dans le Juridique. public aussi, dans l'administration. Oui, la oui, compliance. ça peut être dans le- La compliance. Parce que moi je viens de l'État, c'est pas comme ça. mais enfin, Les valeurs, le respect des Il n'y a pas valeurs de bourse, mais non, il y a mais une compliance par rapport à d'autres. L'organisation est très en silo. Mais il n'y a que chez vous qu'il n'y a que des silos. Moi j'y suis plus. hein. D'accord. Ok. On a fait le tour du sujet. Il y a l'accompagnement essentiel qu'est l'acheteur du client interne. Du client Moyen interne. Pour arriver et exprimer la stratégie. Il me manquait un bout. Alors, comment on va faire le lien entre tous ces trucs-là Qu'est-ce qui rentre chez l'acheteur et ça va où et comment ça tourne? C'est ça qui m'intéresse. On a parlé de cahier des charges, il vient d'où? En interne. En interne de Client quoi? interne. Des Pardon métiers. Celui-là là. C'est ça, en interne de l'entreprise, c'est ça? Il vient Alors je vais besoin. tirer un grand trait pour essayer de voir Mais le cahier des charges, il répond à besoin. le client interne et donc on a je vais mettre ça en vert, le cahier des charges, il est émis par le client, c'est ça? Ouais. Et il est travaillé par l'acheteur ou qu'est-ce qu'il fait l'acheteur? Ouais, l'acheteur. Si, il est challengé. Parce que par le la- cahier des charges, il est challengé. Ça dépend de la mission de l'acheteur, s'il y a une dimension. Et ben justement, c'est ça que je me demande, c'est à quoi Il doit ça sert. challenger, Donc il y en a il au doit- moins un il qui doit pourrait être là. l'accompagner, ouais, il doit Ce que je veux vous montrer, c'est que le rôle de l'acheteur, le premier qui ressort des interrogations, il est là. Hop. Allez, je vais prendre mon truc rouge, comme ça on va le voir. Il est là. On attend l'acheteur là. Toujours, d'abord. Et à la moindre discussion normale d'acheteur, on se rend compte qu'il y a ça, qui est absolument gigantesquement primordial, sinon on s'est juste trompé. Oui, il y a les prix, mais évidemment il y a la qualité. Il y a ce rôle-là, qui est évidemment majeur, que personne ne prend en compte. Et quand on poursuit cet exemple et qu'on va jusqu'au... Voilà l'exercice tel qu'on l'a mené avec des directions achats pour comprendre. Il ressort de ce traçage des flux et des vrais rôles d'une direction achat qu'il y a au moins 4 niveaux de responsabilité absolument différents. Le premier étant non pas de faire des économies, mais d'assurer que les fournisseurs fournissent de quoi satisfaire la production pour qu'ils puissent satisfaire les clients. Et l'immense majorité des structures achats ne pilotent pas cette responsabilité, ne sont pas traqués là-dessus. Quand il y a des problèmes, oui, mais ils sont jamais... ils n'ont pas d'indicateur là-dessus. Ils ont des indicateurs sur le retour d'argent, mais le retour d'argent au quotidien dans une chaîne de valeur normale, une supply chain, il ne s'agit pas de faire des économies. Il s'agit d'appliquer les termes des contrats tels qu'ils ont été définis. Et qu'en fait, la plus grosse activité, la plus grosse responsabilité des acheteurs
c'est ce qu'on appelle les appros. On dit, ah ouais, mais ça c'était dans le temps, les acheteurs ça faisait des appros. Ah bon, ça en fait plus. Ah bon, c'est nouveau. Elle a juste oublié que la première responsabilité, elle était là. Parce que la deuxième a pris le dessus, et c'est une responsabilité qui n'a rien à voir avec les flux quotidiens de l'entreprise. Qui est juste, je vais préparer les futurs contrats en espérant qu'ils soient mis en œuvre et qu'on n'a pas une perte de valeur derrière quand la vraie réalité se mettra en place. Mais c'est pas mon job, hein. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire que ce qu'a présenté Vincent tout à l'heure, c'est une espèce de évidence, quoi. C'est les acheteurs qui s'occupent que des contrats et pas de la suite. Ils ont juste oublié la partie la plus importante de leur contribution, c'est de faire des contrats applicables dans les conditions telles qu'ils les ont mis. Et qu'ensuite on a d'autres, et que du coup il y a évidemment des interlocuteurs finance, mais il se trouve que les gens qui gèrent les flux physiques et les flux financiers au quotidien, et les gens qui gèrent les futurs contrats, c'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes compétences, ils parlent pas aux mêmes gens, ils parlent en interne, ils parlent pas aux mêmes gens en externe. Qu'on a en plus une troisième catégorie de gens qui pensent pas du tout au même niveau, qui pensent à après-demain, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir répondre aux besoins des clients de demain avec les fournisseurs de demain, et qui, eux, vont travailler que sur un truc, c'est l'innovation, c'est la proposition par des fournisseurs d'éléments qui pourront répondre aux besoins de demain. Donc ils ne travaillent pas du tout avec les mêmes, ils bossent avec le marketing et la R&D. Il y a très peu d'entreprises dans lesquelles ce rôle est formalisé. Il y en a un nouveau qui vient de ressortir, c'est le développement durable et la RSE. Alors ça, c'est le sujet du jour, achat responsable. C'est un sujet qui est remonté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la direction générale de la stratégie, elle dit, dis donc, pour mes rapports annuels, voir la loi Sarbanes-Oxley, il faut que je puisse montrer qu'on est des gens bien, et comme on a un petit peu de mal dans notre production à faire des choses responsables, va donc demander aux fournisseurs de nous donner de l'indicateur responsable vert. Et les directions achats d'aujourd'hui doivent continuer à approvisionner sans risque, doivent continuer à faire les mêmes économies, et doivent alimenter les rapports annuels des grosses boîtes en indicateurs de responsabilité, gérés par les fournisseurs. En fait, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de responsabilité dans un service achat, avec des acteurs complètement différents, des KPI complètement différents, des horizons complètement différents, des interlocuteurs internes et externes complètement différents. Je n'ai pas vu d'entreprise qui gère un service achat à tous ces étages-là. En tout cas, j'en ai pas croisé. Il y en a qui en parlent, il y en a qui commencent, il n'y en a pas qui sait le faire. Vous avez vu combien de temps il faut pour inventer le tableau de bord pour gérer ça? Pour un quart d'heure avec des gens normalement constitués. Le raisonnement valeur appliqué aux achats, c'est ça. Alors, c'est un joli dessin. Dans la réalité, ça donne quoi? Là, je vous ai rajouté un truc, ça tombait bien la question de monsieur tout à l'heure, que j'ai repéré ce matin. C'est ouais, mais on ne peut pas, dans une entreprise normale, en plus une petite, gérer tous ces trucs-là en même temps. Et puis, on va quand même pas aller bosser avec nos fournisseurs en partenariat. Non, mais win-win, d'accord, mais c'est le proverbe alsacien. Alors, on n'est pas en Suisse, ça va. Le proverbe alsacien, c'est alors, on va partager tes cigarettes entre nous et après, c'est chacun les siennes. Ça, c'est le win-win des acheteurs normaux. Hein, c'est on va partager les tiens et puis après, je garde les miens. C'est une espèce de mentalité. C'est comme si on était en concurrence ou en compétition ou en bras de fer avec ses fournisseurs. Or, une entreprise qui fonctionne bien, si elle n'a pas les fournisseurs qui bossent pour elle, elle est morte. Alors, pourquoi on bosse contre ? C'est un drôle de truc. Alors, je comprends que ça t'étonne, moi ça m'a toujours étonné. Pour moi c'est un partenariat en tout cas. Ouais. Et du coup ce matin j'ai repéré un truc, je ne sais pas si vous connaissez le CJD, qui est le centre des dirigeants, des jeunes dirigeants en France, c'est une association qui date de 1938 et qui rassemble des jeunes patrons. Alors comme ça fait depuis 1938, il y en a qui ont vieilli, mais ils ont des nouveaux tout le temps. Et c'est un think tank de patrons PMI, ETI, super dynamique, avec des gens jeunes dans leur tête au minimum.
Et ils viennent de sortir ce matin un kit de constitution d'alliance quand on est patron d'une entreprise. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que quand on est entrepreneur, déjà monter une entreprise, c'est une coopération. Sinon, on serait auto-entrepreneur. Alors pourquoi on se met à 3, à 12, à 100 000 ? C'est parce qu'on doit bosser des gens et on se met en partenariat avec ce qu'on appelle les employés, c'est-à-dire les fournisseurs de main-d'œuvre et de compétences avec lesquels on signe un contrat et on se met ensemble, on dit qu'on se mettait dans le même machin contractuel pour ensemble faire des trucs qu'on ne peut pas faire tout seul. Et alors tout d'un coup, le mec qui serait de l'autre côté de la frontière, qui s'appelle un fournisseur ou un client, ah oui mais non, on ne peut pas entrer en partenariat. Ah, le client, je veux bien, mais pas le fournisseur. Mais votre fournisseur, vous êtes son client. Donc votre fournisseur, il veut être en partenariat avec vous, acheteurs. Mais vous ne voulez pas. C'est quand même étrange. Ils se sont rendus compte qu'il y a là un non-sens. Et qu'en fait, il y a une hypothèse de travail sur laquelle ils bossent, c'est arrêtons de penser qu'une entreprise, c'est un cercle fermé. C'est pas vrai. C'est un truc qui est traversé de flux. C'est un nœud de flux où des gens s'échangent, et c'est que dans l'échange que tout le monde grandit. Et en fait, ils se disent, mais au lieu de dire ouais, il faudrait faire du win-win, c'est non, c'est du travaillons ensemble, fournisseurs, clients, fournisseurs, entreprises, distributeurs, clients, pour donner de la valeur à ceux qui vont l'utiliser. Et quand je vends un truc à mon client, il y a un truc qui est rien dans l'entreprise, ça s'appelle de l'argent. Ben oui, mais le fournisseur, il en veut aussi. Donc, on est juste des maillons de la même chaîne de valeur. Hein, je n'invente pas le terme, il n'est pas nouveau. Pourquoi est-ce qu'on isole la réflexion d'une entreprise au lieu de reculer d'un pas et de se rendre compte que le maillon le plus faible crée la force de la chaîne. Donc, mettons-nous ensemble pour augmenter la chaîne de façon à ce que tout le monde descende le plus de valeur chez le client et que ça remonte le plus de valeur chez tout le monde en même temps. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis derrière ? Ben voilà, je voulais juste terminer là-dessus et me dire, interrogez-vous à la suite de cette petite réflexion, si vous deviez répondre à la question est-ce que je sais à quoi je sers quand je suis acheteur ? Est-ce que je sais pour qui je bosse ? Est-ce que je lui ai demandé ce qu'il voulait ? Est-ce que j'ai des indicateurs ? Est-ce qu'ils sont au vert ? Et s'ils ne sont pas au vert, ou que je ne les connais pas, eh ben, il est temps d'aller les voir, quoi. Parce qu'en fait, les partenariats, c'est juste un truc, on dit, tiens, moi j'aurais besoin de ça, et toi, tu as besoin de quoi ? Et une relation client-fournisseur, ben, c'est ça. La démarche vested dont tu parlais, j'en connais d'autres. Moi, c'est la discipline interactive que je vous ai montré là, mais je suis passé vite. C'est une autre démarche à laquelle je forme des gens qui aident des gens qui ont des trucs à demander à un autre, à faire en sorte que les deux ressortent contents de la discussion. Une relation client-fournisseur, que vous soyez acheteur ou vendeur, eh ben c'est ça. C'est comment on fait pour créer de la valeur ensemble. Le mot-clé... C'est un business analyse. Dans tous les métiers, on a la même situation. On est un maillon d'une chaîne avec des fournisseurs, nous et des utilisateurs. Et il va falloir faire passer les flux le plus efficacement entre les deux. La démarche est en fait très très simple, mais elle est complètement contre-intuitive. Et à la première fois qu'on dit à un acheteur qu'il pourrait poser la question à son fournisseur, « Monsieur le fournisseur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» L'acheteur, il est tout bizarre, et le fournisseur, il est tout bizarre aussi. Ça leur fait tout drôle. Ils disent, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Non. Alors moi, je voudrais bien avoir quelque chose de chez vous. Qu'est-ce que vous voulez en échange ? Essayez, vous allez voir, c'est étonnamment efficace. Ça retourne le gant, en fait. Ça vous permet, comme vous êtes là pour bosser pour votre fournisseur, que votre fournisseur comprend qu'il est là pour bosser pour vous et pour votre client.
Au lieu de lui dire file-moi ton portefeuille et partir avec le produit et le portefeuille, il dit attends, tu devrais me donner de quoi satisfaire mon client à moi. Voilà le message.